Tahiti Bob a enfin réussi à tuer Bart Simpson. Et vous savez quoi? C'était la pire chose qui puisse lui arriver. Parce que sans Bart, Bob n'a plus de raison de vivre. Ce type a passé 30 ans à élaborer des plans, s'évader de prison, devenir maire, tout pour un gamin de 10 ans. Aujourd'hui, on retrace la vie du type le plus brillant de Springfield. Diplômé de Yale, ancienne rockstar, mère, père de famille et criminel dont l'unique obsession depuis 3 décennies, c'est un enfant. La première fois qu'on aperçoit Tahiti Bob, c'est dans l'épisode Un clown à l'ombre. Bob est déguisé en clown, il a braqué le Quickie Mart. Et il fait accuser Krusty du crime. T'es andouille et te fais Excusez-moi, empoter. Toi, mets le pognon dans un sac en papier. Son patron derrière les barreaux. Parfait, Bob reprend les rênes de l'émission. Mais il n'avait pas compté sur un détail. Un gamin de 10 ans, Bart Simpson, le plus grand fan de Krusty. Impossible pour lui d'imaginer que son idole ait commis un tel crime. Alors il enquête, il prouve l'innocence de Krusty et en direct à la télévision, il frappe les pieds surdimensionnés de Bob avec un maillet. Brutal, oui, mais ça marche. Krusty ne pouvait pas être le voleur, ses pieds sont trop petits. Bob est arrêté pour la toute première fois. Mais pour comprendre pourquoi il en est arrivé là, il faut remonter un peu en arrière. Robert Undertung Derwingler Jr., fils de médecin et d'actrice. Regarde, c'est la mère de Tahiti Bob, Dame Judith de la Loge. Elle est la plus grande actrice classique de sa génération. Il avait aussi un frère, Cécile, qui rêvait d'être clown depuis l'âge de 5 ans. Et c'est Cécile qui a tout déclenché sans le vouloir. Bob l'accompagne à une audition, Cécile ne réussit pas. On jette une tarte à la crème sur Bob. Krusty trouve la réaction de Bob tellement hilarante qu'il l'embauche sur le champ. Comme ça, par accident. L'homme le plus intelligent de Springfield devient l'acolyte d'un clown. Et Bob déteste ça. Chaque semaine, des tartes en plein visage, en direct devant des millions d'enfants. Bob nourrit une ambition plus grande. Il veut sa propre émission. Et il est prêt à tout. C'est comme ça qu'il en est venu à faire accuser Krusty. Mais une fois en prison, Bob ne pense qu'à une seule chose, se venger. Sa première tentative, personne ne l'avait vu venir. Krusty décide un jour d'arrêter son émission. Et lors d'une interview, il lâche une phrase qui va tout déclencher. J'ai effacé mes anciennes émissions en enregistrant par-dessus. Oh, j'avais un faible pour Starsky et Hutch et les cassettes vierges coûtaient 3,99 $. Vous auriez fait quoi, vous? Tort. C'était mes émissions. Il admet avoir effacé toutes les anciennes cassettes des années de travail. Le passé de Bob, parti, effacé. Dans sa cellule, Bob regarde ça à la télé. Il demande sa libération au tribunal le lendemain. Une fois dehors, son plan est simple et tordu. Il se fait embaucher comme concierge à l'école élémentaire juste pour approcher Bart. Il l'attire dans une cabane, l'hypnotise et le transforme en arme vivante. Le jour du dernier spectacle de Krusty, Bart montera sur scène, prendra son idole dans ses bras et les deux soufflés par une bombe cachée sous sa veste. Mais ce qui se passe juste avant, personne ne l'attendait. Mais il n'y a qu'une chose dont j'ai vraiment honte. Honte? Lui? J'ai connu un homme qui a longtemps travaillé pour moi. Un homme charmant et plein d'humour. Je l'ai maltraité. Je l'ai conduit à devenir un criminel. Où que tu sois aujourd'hui, je tenais à te le dire. Tahiti Bob, je suis désolé. Oh, je suis ému, cher vieux camarade. Oh non, ma bombe à bar. Sur scène, Krusty fait quelque chose d'imprévisible. Il s'excuse publiquement. Il reconnaît avoir maltraité Bob pendant des années, l'avoir conduit à devenir un criminel. Il chante même une chanson pour lui. Bob, en haut de la passerelle, est bouleversé. Il essaye d'arrêter Bart, mais c'est trop tard. C'est le singe de Krusty qui va voir la bombe en premier et la jeter sur les conseillers de la chaîne. Tout le monde s'en sort. Bob est arrêté. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que pour la première fois, on a vu Bob hésiter. Krusty s'excuse et Bob vacille. Ce détail, c'est la clé de tout le personnage. De retour en prison, Bob appelle en direct une émission de radio conservatrice. Il se présente comme victime du système, un homme intelligent persécuté injustement, ça prend. La ville entière réclame sa libération. Quimby signe sa grâce, Bob sort. Et au lieu de disparaître, il fait quelque chose que personne n'attendait. Il se présente aux élections municipales. Et voilà le truc, il aurait pu gagner honnêtement. Il est brillant, charismatique. Quimby est corrompu. Bob fait une vraie campagne. Il séduit les personnes âgées, domine les débats, fait rire les enfants. Mais il ne veut pas juste gagner, il veut gagner à 100%. Le soir des élections, il obtient 100% des voix. Ce qui aurait dû alerter tout le monde, mais personne ne réagit. Une fois maire, il passe immédiatement à l'action. Il force la démolition de la maison des Simpsons pour construire une autoroute. Il fait rétrograder Bart en maternelle. Il n'a pas oublié. C'est Lisa qui le fait tomber. Elle le provoque en insinuant qu'il était qu'une marionnette, pas assez intelligent pour avoir truqué l'élection seul. Bob ne supporte pas ces insultes. Il avoue tout. Fier de lui, preuve à l'appui. Il est arrêté dans la salle d'audience, menottes au poignet, en train d'expliquer en détail comment il fait voter les morts. Mais perdre une élection ne l'arrête pas. Rien ne l'arrête. Cette fois, Bob ne s'en prend pas à Bart. Il s'en prend à la télévision. Depuis sa cellule, il regarde Krusty chaque soir. Et à chaque émission, quelque chose se brise un peu plus en lui. L'homme qui l'a humilié continue de prospérer, d'amuser des millions de gens. Et Bob est là, dans une prison à sécurité minimum, à assembler des monuments dans des bouteilles, une exhibition aérienne a lieu à Springfield. Bob profite du chaos pour s'évader, ce qui suit probablement le plan le plus ambitieux de sa carrière. Il s'infiltre dans une base militaire en imitant la voix du colonel. Il vole une bombe nucléaire, depuis un dirigeable, il prend toute la ville en otage. Si Springfield ne supprime pas la télévision, il fait tout sauter. Et ça marche, les antennes s'éteignent une à une. C'est Lisa qui le localise. Sa voix est plus aiguë que d'habitude à cause de l'hélium du dirigeable. Bob est retrouvé, il s'échappe à bord du plus vieux couple
coucou du musée de l'aviation, il décide d'utiliser l'avion comme missile sur le studio de Krusty. Mais l'avion va trop lentement pour faire quoi que ce soit. Il rebondit même sur la cabane. Et la bombe nucléaire qu'il avait volée pour terroriser Springfield, elle portait la mention à utiliser avant novembre 1959. Il est arrêté encore. Et cette fois-ci, il est prêt à tout pour tuer Bart. Depuis sa cellule, Bob observe son nouveau colocataire, Walt Warren. Un homme ordinaire, même stature, même carrure. Bob lui découpe le visage et le coup sur le sien. Il sort de prison sous l'identité de Warren, achète la maison voisine des Simpsons et attend. Bart le reconnaît immédiatement à la voix, mais personne ne le croit. Redites-moi ça. Salut Bart. Salut Bart. Salut Bart. Salut Bart. Salut Bart. Salut Bart. Tahiti Bob. Tahiti, quoi? Marge l'emmène au pénitencier pour lui prouver que Bob est toujours derrière les barreaux. Ce que Bart ignore, c'est que c'est Warren dans la cellule, avec le visage de Bob cousu sur le sien, en train d'écrire « Bart Simpson va mourir sur les murs ». Convaincu de s'être trompé, Bart accepte l'invitation de son nouveau voisin pour un match de baseball. La voiture ne va pas vers le stade. Bob révèle sa véritable identité en retirant ses chaussures. Ses immenses pieds ne pouvaient pas être cachés. Il emmène Bart au Five Corners, le seul endroit des États-Unis où 5 États se rejoignent en un même point. Son plan, se tenir dans un État, tirer dans le deuxième, la balle traverse le troisième, atteint Bart dans le quatrième et le corps tombe dans le cinquième. Aucun de ces actes sont illégaux séparément. Ensemble, c'est un meurtre parfait. C'est Warren qui sauve Bart, surgissant des buissons avec le visage de Bob cousu sur le sien. La police de 5 États encercle Bob. Il est arrêté. Dans quel État? Bonne question. Mais Bob, aussi intelligent qu'il soit, peut aussi se faire avoir. Le révérend Lovejoy le recommande pour un programme de travail en liberté. Bob sort, et cette fois il affirme ne pas chercher à tuer Bart. Son frère Cecil l'engage pour superviser la construction du barrage de Springfield. Bart, convaincu que c'est un plan, l'espionne à longueur de journée. Bob agacé le ramène même à sa mère. Et puis Bart découvre une mallette, 15 millions de dollars en liquide. Sauf que l'argent n'appartient pas à Bob, il appartient à Cecil. Depuis des mois, Cecil économisait sur les matériaux, remplaçait le béton par du sable, empochait la différence. Son plan, faire exploser le barrage, noyer les preuves et laisser Bob, le criminel notoire, porter le chapeau. 30 ans après l'audition de Krusty, Cecil utilise encore son frère comme bouc émissaire. Mais ce qui se passe ensuite, personne ne l'attendait. Bob coupe le fil de la dynamite, il attrape Bart en vol quand Cecil le jette dans le vide. Et Bart à son tour retient Bob qui allait tomber. Pour la première fois en 8 saisons, Bob et Bart se sauvent mutuellement la vie. Wiggum l'envoie quand même en prison, Cecil aussi. Les deux frères se retrouvent dans la même cellule et se disputent pour le lit duo. Mais saviez-vous que Bob a déjà failli réussir? Après une nouvelle liberté conditionnelle obtenue en expliquant au jury que son tatouage Die Bar Die était en fait de l'allemand, Bob reprend sa traque. La famille Simpson est placée sous protection. Il déménage sous une fausse identité au lac Terreur, sur une péniche. Bob les suit, accroché sous la voiture à travers les champs de cactus, piétiné par des éléphants, frappé par des râteaux, il y arrive quand même. Une nuit, il monte à bord. Il attache toute la famille et il trouve Bart seul à l'avant de la péniche. Cerné par les crocodiles d'un côté, des aiguilles électriques de l'autre, il n'y a nulle part où aller. Bob s'approche, épée à la main, et Bart fait la seule chose qu'il puisse faire. Il achète du temps. Il demande à Bob de lui chanter l'intégrale de HMS Pinafore. Et Bob accepte, parce que Bob ne peut pas résister. Pas à ça, pas à une salle, même un seul spectateur qui lui demande de performer. Il installe Bart sur une chaise, change plusieurs fois de costume, et chante jusqu'au bout. Jusqu'au final, jusqu'aux applaudissements. Pendant ce temps, la péniche dérive tranquillement vers Springfield. Wiggum l'arrête en peignoir. C'est la fois où Bob était le plus proche, et c'est sa passion pour la culture qui l'a perdu. Mais Bob n'était pas qu'une machine à tuer, il a aussi parfois fait des choses bien. Bart disparaît dans les bois. Il tombe dans une ancienne station de lancement de missiles souterrains. La ville le cherche pendant des jours, les prisonniers sont réquisitionnés, Bob est parmi eux. Au départ, sa motivation est simple, trouver Bart avant tout le monde pour enfin en finir. Mais quand Bart est officiellement déclaré mort, quelque chose d'étrange se produit. Tout le monde abandonne, tout le monde accepte, tout le monde passe à autre chose. Pas Bob. Bob refuse que Bart est mort, pas par sentiment, par principe, par obsession. Parce que si Bart est mort et que ce n'est pas lui qui l'a tué, ça, il ne peut l'accepter. Alors il continue à chercher seul. Il kidnappe Milouz pour lui faire dire où est Bart. Il le retrouve dans le bunker. Il retrouve Bart. Ce qui se passe ensuite est discutable. Il attache Bart à un missile. Mais le résultat est clair. C'est Bob qui a refusé d'abandonner. C'est Bob qui a maintenu que Bart était vivant quand personne d'autre n'y croyait. Dans sa façon tordue d'aimer son ennemi, Bob était le seul à ne pas y avoir renoncé. Et il y a aussi cet épisode où on voit ce que Bob aurait pu être. Quand Lisa visite les laboratoires de Monsanto, la plus grande entreprise de modification génétique du pays, elle découvre que le directeur scientifique, c'est Bob. Pas en prison, pas en train de poursuivre Bart en blouse blanche, entouré d'une équipe de pointe, dirigeant des équipes de chercheurs. Lisa est impressionnée. Et pour une fois, personne ne peut lui en vouloir. Bob et elle partagent la même curiosité, le même amour pour la culture, la même exigence. Ils visitent des musées, ils parlent de littérature. Lisa commence à croire qu'il a vraiment changé. Ce qu'elle ignore, c'est que Bob utilise le laboratoire pour modifier son propre ADN. Force d'un gorille, sonar d'un or, agilité d'une sauterelle. Son plan, ajouter l'ADN de Washington d'Einstein, de Florence Nightingale, et devenir un dictateur biologiquement supérieur à tout être humain. Quand Bob révèle tout et menace de jeter Bart et Lisa du haut d'un barrage, c'est elle qui l'arrête. Pas avec un plan, pas avec une ruse,
avec quelques verres de Walt Whiteman. Bob s'immobilise, il regarde ses mains, il réalise ce qu'il est devenu, et il se jette lui-même d'un barrage. Il survit grâce au branchies qu'il s'est écrit. Quelqu'un essaye de tuer Homer, pas Bob cette fois. Un inconnu l'a enfermé dans un sauna surchauffé. Wiggum, à court d'idées, fait appel à Bob. En échange le droit de vivre avec les Simpsons, au plus près de Bart. Ce qui se passe ensuite est presque touchant. Bob et Homer passent leur journée ensemble à enquêter. Bob supporte Homer, ses distractions, ses raisonnements approximatifs, ses ennemis improbables, et quelque chose d'étrange se produit. Il commence à le respecter. Pas beaucoup, hein, mais un peu. C'est Bob qui identifie le coupable. Frank Grimes Jr., fils du malheureux Frank Grimes, mort à cause d'Homer. C'est Bob qui se lance d'un canon pendant le défilé de Mardi Gras pour intercepter le char d'Homer dont les freins ont été sabotés. Il le rattrape dans les airs. Il aurait pu le laisser tomber, il ne l'a pas fait. Mais le moment le plus important de l'épisode n'est pas là. Le soir, Bob entre dans la chambre de Bart. Il a le couteau, il a l'occasion, personne ne peut l'arrêter. Et il ne peut pas. Il reste là, immobile, et il chante. Une parodie de My Fair Lady. En chantant, il comprend quelque chose qu'il ne voulait pas savoir. Sans Bart, il n'a plus de raison d'exister. Il repose le couteau, il sort par la fenêtre et disparaît dans la nuit. Burns envoie Homer en Italie récupérer sa nouvelle voiture de sport. Une Lamborghini Fatterosa. La famille en profite pour visiter Pompéi, Pise, la route de Toscane, jusqu'à ce qu'un accident les force à s'arrêter dans un petit village perdu, Salsiccia. Le maire du village, c'est Bob. Et ce qu'il a construit ici, c'est remarquable. Après ses dernières années de prison, il a tourné un globe, fermé les yeux, planté un couteau en Toscane. Il est arrivé là, sans rien, les habitants ne voulaient pas de lui. Et puis lors des vendanges, quelqu'un a remarqué ses pieds. Ces immenses pieds que Bart a utilisés tant de fois pour le confondre. En Toscane, ses pieds font de lui le meilleur presseur de raisin du comté. Le village l'a adopté, il a appris le langage, il a fait le vin, et au printemps suivant, ils l'ont élu maire. Il a aussi rencontré Francesca. Ils se sont mariés, ils ont eu un fils, Gino, qui a les cheveux de son père, et déjà son tempérament. Quand les Simpsons arrivent, Bob est sincèrement catastrophé. Il les supplie de ne pas révéler son passé. En échange, il répare leur voiture, offre un banquet au village en leur honneur. C'est Lisa qui fait tout s'effondrer. Un verre de chianti de trop, et elle commence à glisser des allusions au passé de Bob. Quand elle trébuche et arrache son costume, révélant la tenue de prisonnier de Springfield en dessous. C'est terminé. Francesca ne demande pas le divorce, elle demande la vente d'État. Bob les poursuit jusqu'à Rome. Il chante Pagliacci au Colisée, magnifiquement, sous les ovations, pendant que sa femme et son fils de 4 ans, couteau en main, pourchassent les Simpsons entre les décors. C'est Krusty qui les sauve en limousine. Bob reste là, au Colisée, avec sa famille, sa nouvelle vie en morceaux encore une fois. Et il y a cet épisode, celui dont on a parlé au début. Bob tend un piège à Bart dans la salle de musique de l'école. Il l'attrape, et cette fois rien ne l'arrête. Pas de pied, pas sur un râteau, pas de bombe périmée, pas d'opérette à chanter. Il tue Bart. Il met un disque, le barbier de Séville. Et ça fait 24 ans passés à traquer un enfant de 10 ans. Ça a enfin payé. Et puis le silence. Bob rentre chez lui, il s'assoit, il n'a plus rien à faire. Plus de plans à élaborer, plus d'évasion à préparer, plus d'ennemis à poursuivre. Il a réussi et il s'ennuie. C'est là qu'il comprend ce qu'on savait depuis le début, depuis Selma, depuis le barrage, depuis la péniche, depuis qu'il avait chanté My Fair Lady avec un couteau à la main. Bart n'était pas son objectif, Bart était sa raison de vivre. Alors il ramène Bart à la vie et il le tue à nouveau. Et il le ramène et il recommence. Quelqu'un lui fait remarquer qu'il a un tatouage dans le dos. I love Bart. Quelques semaines avant Noël, Bob décroche un job de Père Noël dans un parc d'attractions. Quand les Simpsons arrivent et que Bart coupe le fil, Bob se révèle et essaie de le tuer. Encore, Bart le dénonce, personne ne le croit, mais cette fois, l'histoire prend un tour différent. Des cadeaux de Noël sont volés partout dans Springfield. Sur les lieux du crime, des initiales, SB. Bart fait le lien avec Bob, sauf que Bob est innocent. Il va le prouver en aidant la famille Simpson à attraper le vrai coupable. À la fin de l'épisode, on le voit dans un phare, un peu grisonnant, une femme à ses côtés, la vue est belle, il est calme. Plus tard, un peu plus vieux encore, il croise le jeune caissier du Krusty Burger et il lui dit quelque chose de simple. Son obsession pour Bart lui a gâché la vie et qu'il ne faut pas gaspiller la sienne. C'est peut-être ça la chose la plus honnête que Bob ait jamais dite. Voilà, la chronologie complète de Sideshow Bob. Si vous pensez que j'ai oublié un épisode, dites-le en commentaire. Et si vous voulez que je fasse la chronologie d'un autre personnage secondaire, dites-moi lequel. Les idées viennent souvent de vous. D'ailleurs, si vous aimez les chronologies, n'hésitez pas à aller voir la chronologie d'Apu qui s'affiche juste ici.